Bonjour et bienvenue pour ce dernier rendez-vous de notre série de webinaires, les tutos handicap et emploi organisés par les Handipact du Grand Ouest, dispositif du FIP. Alors aujourd'hui, notre webinaire portera sur la prise en main des aides du FIP, ces précieuses aides qui accompagnent vos politiques handicap et que nous retrouvons à la fois sur le catalogue et la plateforme des aides du FIP. Ce matin, nous vous dévoilerons tous leurs secrets et surtout, nous vous accompagnerons dans leur prise en main. Alors, pour cela, je suis accompagnée ce matin de Catherine Auguste, qui est responsable de l'unité plateforme des aides du FIP, de Delphine Bellegarde-Rieux, que vous connaissez, enfin pour certains, qui est directrice territoriale au handicap du FIP en Bretagne et en Pays de la Loire. Et enfin, nous serons également en présence de Nicolas Prigent, assistant social du personnel et référent handicap du centre hospitalier de Saint-Brieuc. Pour ma part, je suis Émeline Simondé et j'anime et je coordonne les Handipact Bretagne et Nouvelle-Aquitaine et suis consultante du cabinet ADO Conseil qui est spécialisé sur les champs de l'emploi, du handicap et de l'inclusion depuis plus de 26 ans. Alors, pour débuter ce webinaire que nous savons que vous attendiez tous, nous souhaiterions en savoir un peu plus sur vous et sur vos besoins, raison pour laquelle nous vous proposons un quiz pour commencer et vous pourrez y répondre en vous rendant du coup dans l'onglet « Sondage » à droite de votre écran. Alors, cette première question, elle s'affiche à votre écran. Pour vous, les aides du FIP n'ont plus de secret pour vous. C'est un casse-tête, raison pour laquelle vous êtes ici, où vous rencontrez parfois des problématiques spécifiques sur la saisie de vos aides, sur leur compréhension. Voilà, tout simplement, vous ne les connaissez pas. Alors, je vois que vous commencez à répondre. Je vais vous avouer, il n'y a qu'une seule personne qui a dit non plus de secret pour vous. Je pense que c'est un de nos intervenants, je pense. Mais oui, effectivement, en grande majorité, c'est soit un casse-tête avec 37%, soit vous rencontrez parfois des problématiques spécifiques à 60%. Bien, très bien, c'est justement pour cela qu'on a fait ce webinaire. Ce webinaire qui se veut particulièrement pratique et proche des problématiques que vous rencontrez au quotidien. Et c'est pourquoi nous vous invitons tout au long de ce webinaire à réagir et à poser vos questions sur le chat à droite de votre écran. Or, bien sûr, vous comprendrez que le format webinaire d'1 h 30 ne rend pas possible une sorte de téléconsultation individuelle. Et vous comprendrez donc que nous ne pourrons pas répondre si vos questions sont trop spécifiques et vraiment propres à votre situation. Dans ce cas de figure, on vous invitera plutôt à interroger le DTH de votre région, ce qui n'empêchera pas que ce webinaire sera tout à fait pertinent et vous apprendra beaucoup d'éléments. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, pour mieux comprendre d'où viennent ces aides, je vous propose cette question: qui se cache derrière le catalogue et la plateforme des aides? Alors, tout d'abord, je vais m'adresser à Delphine. Delphine, est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots? Oui, bonjour à toutes et tous. Effectivement, il faut déjà remettre dans le contexte. Et le contexte, c'est tout d'abord la loi du 11 février 2005 qui vient créer le FIPHFP, Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, mais également qui vient pour la première fois donner une définition de ce qu'est le handicap. Avant, nous parlions de personnes handicapées et cette loi va contextualiser ce handicap. En fait, une personne n'est pas handicapée dans toutes les situations de la vie ou dans toutes les situations de la vie professionnelle, mais elle est handicapée dans certaines situations. Et donc, la définition dit que constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie
dans son environnement, et c'est là la nouvelle thématique, c'est dans l'environnement, par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc, la nouvelle donne et la nouvelle définition du handicap vient dans une certaine situation. Ça induit la notion de compensation du handicap. Et c'est là où va intervenir le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, aux côtés des acteurs publics, pour venir compenser ce handicap dans certaines situations. Super. Alors effectivement, vous avez vu sur le schéma tout à l'heure, notion de handicap. Donc c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de personnes en situation de handicap. Principe de compensation qu'on voit ici illustré sur l'image. Alors je ne sais pas si vous voyez bien sur votre gauche, on voit égalité, équité et inclusion. Le principe de compensation, c'est de passer du coup de l'équité qui donne à chacun finalement une caisse à plutôt quelque chose qui ressemblerait plutôt à l'équité, voire l'inclusion, c'est ce vers quoi on essaye de tendre. Donc d'abord donner des caisses en conséquence de la situation de la personne et carrément enlever en fait finalement la problématique de l'environnement pour tous, et donc du coup il n'y a même plus besoin de compensation, et c'est ce qu'on voit sur la dernière image. Alors merci Delphine pour ces éclairages qui expliquent la création finalement du FIP et de ces aides qu'il met à disposition des employeurs publics. À ce stade, peut-être il est utile de faire un petit arrêt pour voir ce que cela représente en termes de chiffres avec ce nouveau quiz que je vous propose. Alors du coup, rendez-vous sur votre onglet sondage. À votre avis, combien d'aides ont été traitées en 2019 2000 par an, 5000 ou 10 000. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la proportion, mais on va vous en dire un petit peu plus. Je regarde les résultats qui commencent à arriver sur l'onglet sondage, donc du coup qui est à droite de votre écran. Je vous laisse quelques instants pour répondre. Rendez-vous compte, hein, dites-vous le nombre d'aides que vous, a priori, vous avez sollicité, et dites-vous que c'est pour la France entière. Bon, on a une majorité, même si c'est un petit peu partagé entre les deux derniers chiffres, c'est-à-dire entre 5 000 et 10 000. Alors, en fait, il s'agit bien de 10 000, et pour vous donner un ordre de grandeur, ça représente 200 aides par jour. Et du coup, ces 10 000 demandes d'aide, 9 881, donc une grande majorité concernaient des demandes de financement, et elles ont généré 6 856 paiements en 2019, qui représentaient quand même 15,77 millions d'euros. Répartis de la façon suivante dans les fonctions publiques. Alors, en grande majorité pour la fonction publique territoriale, avec plus de 12 millions d'euros, 2 millions d'euros pour la fonction publique hospitalière, et enfin 1 million d'euros pour la fonction publique d'État. Alors, on vient de le dire, 200 aides sont traitées chaque jour par le FIP. Quelle est donc cette armée secrète? Catherine, est-ce que tu peux nous présenter l'unité plateforme des aides? Bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, vous pourriez imaginer que nous sommes une armée sur un plateau immense dans des bureaux. Eh bien, nous ne sommes que 10. Enfin, il y a 10 gestionnaires pour gérer toutes les aides, toutes les demandes qui arrivent, les pièces justificatives qui arrivent sur la boîte mail est gérée par une personne, tous les questionnements qui arrivent en provenance des employeurs, en provenance des DTH, en provenance des partenaires, sont redirigés vers ces 10 gestionnaires et moi-même. Donc vous voyez, c'est une petite équipe. Elle fait du mieux qu'elle peut, mais 10 uniquement.
Donc, une mini-armée. Delphine, toutefois, sur le terrain, voilà, il y a l'unité plateforme des aides au niveau national. Toutefois, elle n'est pas seule. Il y a quand même des personnes au niveau régional qui sont en aide, notamment toi. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, effectivement, en région, il y a un maillon de proximité sur lequel les employeurs publics peuvent s'appuyer et l'ensemble des prestataires aussi, que ce soit les Cap Emploi ou les CDG ou les prestataires de PASS et PAST, ce sont les directeurs territoriaux au handicap. Il y en a un par région. Vous avez la carte des régions qui est mentionnée là et vous y avez accès sur le site du FIPHFP et le site du Handipact. Vous avez toutes les coordonnées pour joindre votre directeur territorial au handicap qui va vous accompagner sur toutes les problématiques de handicap et surtout pour mettre en place et développer votre politique RH inclusive. Alors, il y a Clotilde qui en appuie sur le chat et qui est en train actuellement d'aider les participants qui ont des problématiques techniques, qui va pouvoir vous mettre également le lien vers le site du FIP qui vous donne justement les contacts du TTH de votre région. Alors justement, après vous avoir présenté le pourquoi et le par qui des aides du FIP, je vous propose de passer au comment avec cette question. Quels sont les principes d'intervention du FIP? Catherine, Delphine, qui se lance? Les principes sont assez simples en fait. Hein. C'est du cas par cas, puisqu'on est sur la compensation d'un besoin qui est spécifique à la personne. Donc, chaque cas va être étudié par l'équipe de Catherine. On est toujours sur un principe de complémentarité au droit commun. Donc, le FIPHFP vient dans l'accompagnement financier notamment des besoins sur le principe du reste à charge de la personne après les financements de droit commun. Ensuite, il y a la notion de surcoût, puisque l'employeur a l'obligation de donner le matériel adéquat pour que ses employés puissent travailler. Donc, l'employé ou l'agent lambda, je dirais, va avoir un bureau, un ordinateur, une armoire, et de la même façon, un travailleur en situation de handicap va avoir des besoins spécifiques en plus de ce matériel qui est mis à disposition de façon classique. Donc, en fait, c'est le surcoût entre le matériel donné à l'ensemble des équipes et les besoins spécifiques de la personne qui vont être la base de prise en charge du FIPHFP. Le FIPHFP n'intervient que pour des prestations financières qui sont supérieures à 200 €. On ne vient pas sur des prestations qui sont inférieures, qui restent à la charge de l'employeur. Pour compléter, alors vous avez aussi la notion des 1 200 €, c'est-à-dire que vous pouvez nous solliciter sur la base d'un devis, mais le devis doit être supérieur à 1 200 €. Ça vous permet effectivement de savoir l'aide susceptible de vous être allouée et puis ensuite vous revenez avec la facture. Donc il y a un courrier qui vous est envoyé qui vous dit effectivement eh bien vous pouvez prétendre à tel type d'aide et à tel montant et puis revenir vers nous ensuite. Vous avez toujours la possibilité de discuter sur pourquoi c'est ce montant-là. Donc à part ça, tu as tout dit Delphine, c'est parfait. Vous l'aurez compris, il y a certaines, du coup, règles, principes d'intervention à respecter. Alors, ces principes d'intervention s'inscrivent dans une logique de parcours. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus également? Oui, donc effectivement, il y a une notion de favoriser l'accès à l'emploi. Donc le FIP est vraiment axé sur ce domaine-là et également
sur créer les conditions, enfin assurer la pérennité des compétences et connaissances, mais aussi créer les conditions de succès de l'insertion et du maintien dans l'emploi. Le but, c'est de favoriser les aides qui permettent à vous, employeur, de pouvoir embaucher quelqu'un, que ce soit en apprentissage, que ce soit en PEC, en CAE, CUI ou en CDD, ou de titulariser des personnes et de bénéficier d'un soutien de la part du FIPHFP. Et puis, vous avez aussi, une fois que vous êtes, les agents sont, ou les employés sont là, ou les apprentis, ma foi, c'est de leur permettre d'être le mieux possible dans sur leur poste. Donc, vous avez un certain nombre d'aides aussi. Et puis, c'est aussi accompagner sur de la communication, sur de l'information, sur de l'accès numérique. Voilà, vous avez des informations, des formations aussi qui sont à disposition, un soutien d'aide par rapport à ces éléments-là. Mais ayez en tête que le FIP, c'est d'abord favoriser l'accès à l'emploi, ensuite le maintien et d'injecter effectivement d'autres aides pour accompagner ceux qui accompagnent également les personnes en situation de handicap. Super, merci Catherine. Je sais pas si D'un point de vue plus général, on s'aperçoit finalement que les parcours professionnels ne sont pas linéaires. On ne rentre pas chez un employeur pour y rester toute sa carrière professionnelle. Il y a beaucoup plus de facilité dans la mobilité et donc le FIPHFP est là aussi pour accompagner ces mobilités ou l'avancement aussi dans la carrière des agents et des agents en situation de handicap en ce qui concerne les aides du FIPHFP. Merci Catherine, merci Delphine pour ces précisions. Alors, on va continuer à vous tester sur vos connaissances sur les aides du FIP avec ce nouveau quiz. Donc, rendez-vous à nouveau sur votre onglet sondage à droite de votre écran. Quel est le montant annuel maximal d'accompagnement du FIP pour un employeur via la plateforme? Alors, est-ce qu'il s'agit de 10 000 euros par an, 40 000 euros par an ou 100 000 euros par an? Je vous laisse quelques instants pour répondre. Alors, pour information, on est autour de 30% pour 10 000 euros, 50% pour 40 000 euros et 15% pour 100 000 euros. Qu'en est-il, Delphine? La vraie valeur, c'est 40 000 euros de plafond maximum des aides via la plateforme pour un employeur par an. Voilà, c'est clair. Alors, si vous trouvez, si vous, là maintenant, découvrez à travers ce webinaire l'existence de ces aides, peut-être est-ce que vous êtes en train de vous poser la question finalement, est-ce que n'importe quel employeur peut les solliciter? Delphine, est-ce que c'est le cas? Alors oui, tous les employeurs publics peuvent prétendre à l'accompagnement financier du FIPHFP. En fait, les employeurs contributeurs sont les employeurs qui ont à minima 20 ETP dans leurs effectifs, mais les employeurs qui ont moins de 20 ETP peuvent bénéficier des aides du FIPHFP. C'est sur le principe de l'égal accès aux besoins de compensation pour les personnes en situation de handicap, quel que soit l'employeur pour lequel ils exercent l'activité. Donc, les employeurs qui sont conventionnés ont accès à toutes les aides du catalogue du FIP via la convention, qui est un accompagnement sur mesure des besoins de l'employeur. Et pour les employeurs non conventionnés, ils ont également accès à toutes les aides du catalogue dans un montant maximum de 40 000 euros sur la plateforme des aides. Alors, je fais un petit arrêt pour revenir en arrière, puisque je vois deux questions sur les 40 000 euros. J'ai l'impression que ça a tiqué. Alors, première question, est-ce que ces 40 000 euros, c'est par année civile? Et est-ce que c'est pour toute situation confondue? Alors, moi, je vais répondre de façon complémentaire. Effectivement, c'est une année civile, c'est un maximum.
n'a pas besoin de les atteindre, mais on peut aller jusqu'à 40 000 €. Et puis, la deuxième question était… C'est sur l'ensemble des aides, effectivement, le montant de 40 000 € pour C'est pour toute aide, l'ensemble sauf tout ce qui est accessibilité numérique qui, là, est hors plafond des 40 000 ou convention. Sinon, ce sont toutes les autres aides, oui. Alors, on a la question du, voilà, si on ne conventionne pas, est-ce qu'on peut dépasser d'une façon ou d'une autre les 40 000 € par an? Je pense que la réponse est assez stricte. Convention ou 40 000 € par an, c'est l'intérêt de la convention, justement. Donc, tu l'as dit, Delphine, finalement, ces aides, elles sont mobilisables par tous les employeurs publics. Alors, Catherine, du coup, je me tourne vers vous. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes une petite équipe. Alors, si tout le monde peut solliciter ces aides, eh bien, déjà, je souhaite bien du courage à votre équipe. Et ensuite, je me demande où et comment ces employeurs peuvent les solliciter. Alors, donc là, vous pouvez, à partir du lien que l'on a mis sur ce slide, aller directement sur notre fameuse plateforme PEPS. Donc, on reviendra sur le déroulé et effectivement, déposer aide par aide. Je pense que Nicolas pourra également venir en complémentarité de ce que je dis. Donc, Oui. Donc là, ce qui paraît important pour l'accès à ce service-là, c'est de bien suivre et de bien remplir toutes les icônes. Pourquoi? Parce que il y a un enjeu majeur derrière ça au niveau du terrain, au niveau technique sur le terrain, c'est tout simplement de réunir les pièces nécessaires, les justificatifs nécessaires à l'instruction de l'aide. Et même si ça peut sembler quelque chose d'assez simple et logique, c'est pas toujours si évident que ça, parce que l'agent en question n'est pas toujours en mesure de fournir le document, etc. Donc il faut bien s'assurer de l'exhaustivité du dossier, et à ce niveau-là en tout cas. Et donc la plateforme est assez aidante à ce niveau-là, parce qu'elle va envoyer un récapitulatif, elle va bien être précise sur ce dont a besoin le gestionnaire pour instruire la demande d'aide. Donc c'est pour ça qu'il faut être assez vigilant à bien remplir notamment les motifs de l'aide, et pour que on soit bien dans la bonne case et qu'on puisse après ne pas avoir un système d'aller-retour entre l'établissement et la plateforme pour avoir un remboursement rapide, tout simplement. Ouais. Alors moi, je rajoute déjà, contrairement aux conventions où effectivement les aides, c'est une fois par an, enfin c'est sur un autre mode d'intervention. Là, pour les aides catalogues, c'est un agent, une aide égale une saisie. Un agent qui a plusieurs aides, il doit y avoir 3 saisies. Donc il faut à chaque fois refaire la demande avec les pièces qui sont obligatoires, puisque nous, derrière ces pièces-là, c'est pas pour vous embêter. D'abord, on vérifie un certain nombre d'éléments au regard des règles du catalogue. Et puis aussi, ça s'en va donc auprès de notre agent comptable, qui lui aussi regarde et vérifie ces pièces-là. Voilà. Donc ensuite, pour compléter également le propos de Nicolas, il ne faut pas se tromper d'aide, donc sur le slide suivant, parce qu'effectivement, à chaque aide qui est sollicitée, vous avez les pièces justificatives à fournir. Mais si vous vous trompez d'aide, eh bien, ce n'est pas forcément les pièces que vous devriez fournir normalement, au regard de ce que vous souhaitez réellement demander. Donc là, comment ça se passe? Nicolas, vous venez en renfort auprès de moi sur le… Oui. Alors, donc là, allez-y. Déjà, il y a à l'étude de la situation de l'agent, je pense que c'est important d'avoir recours au document catalogue, au catalogue qui lui aussi décline aussi les pièces nécessaires, mais il est assez aidant pour bien déterminer dans quel giron d'aide on est.
hein. Ensuite, sur le service en ligne, lors de la rentrée de l'aide, vous allez être guidé. En fait, pratiquement à l'exercice, vous allez vous rendre compte que assez intuitivement, les choses vont se mettre en place, hein. Toutefois, quand il s'agit d'aménagement de poste, il ne s'agit pas d'aller cliquer sur autre chose que l'aménagement de poste, parce que sinon, automatiquement, les demandes qui vont vous arriver, et le seul document qui est référence, c'est le retour, hein, la demande de pièces justificatives qui vous arrive directement en retour après validation de l'aide. C'est sur celui-là qu'il faut s'appuyer. Donc, il faut absolument avoir cette vigilance-là, mais il faut aussi ne pas avoir peur de l'outil, puisqu'il est assez intuitif et finalement, il vous guide assez bien dans l'élaboration du dossier. Mais c'est vrai qu'on a rarement ce type de problème si on fait une première approche par le catalogue lui-même, l'outil papier tout simplement, et par la suite, en remplissant la demande d'aide au niveau de la plateforme, bon, en général, on arrive à se caler. Ce qui est important, un petit conseil aussi, ce qui est important, c'est que ce soit la même personne peut-être qui fasse les deux démarches, entre l'accompagnement de l'agent, l'évaluation du besoin de l'agent, etc., et le fait de remplir, de mener la démarche de demande d'aide sur la plateforme. C'est toujours important que ce soit la même personne, parce qu'il y a une connaissance de la situation qui peut être aidante à ce niveau-là aussi. Alors moi, petite chose quand même, on ne vous tapera pas sur les doigts si vous vous trompez de type d'aide lorsque vous le déposez sur la plateforme. C'est juste en kikinant pour vous, parce qu'on risque de vous réclamer des pièces justificatives parce qu'elles n'apparaissent pas si vous vous êtes trompé. Mais on ne vous demandera pas de recréer, de tout refaire sous prétexte qu'effectivement vous vous êtes trompé de sous-type. Mais si vous pouvez éviter, notamment c'est le cas pour tout ce qui est prothèse auditive. On a dans le déroulé quelque chose qui s'appelle autre prothèse et orthèse. Donc là, tous les libellés dans ce menu déroulant sont les libellés des fiches catalogues. Eh bien, on s'aperçoit que beaucoup d'employeurs vont plutôt sur autre prothèse. Bafouat, c'est avant prothèse auditive, et donc clique là-dedans. Et puis après, effectivement, comme un petit laïus un descriptif que vous pouvez faire. Donc, on est obligé de lire pour savoir que c'est prothèse auditive. Voilà. Donc, j'ajoute juste, hein, si vous permettez, j'ajoute juste que par la suite aussi, pour un petit peu démystifier tout ça aussi, il y a une qualité d'échange aussi avec les gestionnaires de la plateforme qui permet, hein, moi, ça m'est arrivé aussi d'avoir des échanges à propos des pièces justificatives, bon, que ce soit par mail ou directement par téléphone, même s'ils sont peu nombreux, il y a quand même la possibilité d'échanger avec le gestionnaire de l'aide qui va nous guider un petit peu sur ses besoins et sur les adaptations nécessaires au dossier. Donc voilà, faut pas non plus dramatiser la situation, mais c'est vrai que après on gagne en fluidité, quoi. C'est vrai que les aides directement bien constituées, on obtient le remboursement, l'établissement obtient le remboursement plus rapidement, quoi. C'est juste ça. Mais après, moi j'ai régulièrement des contacts avec les gestionnaires d'aide, et puis bon, on arrive à se caler sur l'instruction du dossier. Alors, je m'arrête 2 secondes sur les quelques questions qui sont arrivées entre-temps. Carole, a priori, vous avez eu votre réponse. Le motif de l'aide est-il l'intitulé de la fiche qu'on retrouve sur le catalogue? Donc, c'est bien oui, c'est bien exactement les mêmes intitulés. Et c'est pour ça que Nicolas, d'ailleurs, a donné comme bonne pratique, finalement, d'avoir les deux à côté les uns des autres, catalogue pendant qu'on remplit la plateforme. Comme ça, on est sûr du bon intitulé. Et c'est aussi dans le catalogue qu'on retrouve l'ensemble des pièces justificatives nécessaires au traitement de la demande. Donc Mathilde aussi, voilà, vous avez cette réponse. Ces pièces justificatives sont bien listées. Voilà. Pour être sûr, je rajoute, pour être sûr de l'exhaustivité, on reçoit, lorsqu'on valide une aide, un accusé de réception de l'aide et qui équivaut aussi à une demande de pièces justificatives. Et là-dedans, les pièces justificatives spécifiques de l'aide et ce dont va avoir directement besoin le gestionnaire sont aussi
listés sur ce document. Et ce qui est bien, c'est qu'il est dématérialisé. Donc, peu importe l'outil que vous avez, vous pouvez y avoir accès. Donc, c'est quand même une référence auquel vous pouvez avoir accès en permanence. Donc, peut-être plus se fier à ça parce que lors des échanges avec les gestionnaires de dossiers, c'est aussi à ça qu'on se réfère, à ce document-là, en général. Super. Alors, je retourne aussi un tout petit peu en arrière avec la question de Béatrice qui reprend les propos de Catherine. Est-ce qu'une aide pour un aménagement de poste comprend plusieurs demandes, par exemple, lorsqu'il s'agit d'équiper un agent de matériel bureautique et que finalement, il va avoir un fauteuil ergonomique et plusieurs éventuellement équipements. Est-ce qu'il faut faire une demande d'aide par type de matériel? Non, là, c'est une demande aménagement. Et dans l'aménagement, il peut avoir besoin de plein de choses. Et donc, c'est juste une demande globale comprenant tous les éléments dont a besoin l'agent. C'est vraiment des aides différentes. Aménagement, plus peut-être auxiliaire ou plus transport. C'est en ce sens-là. Je disais une demande, un agent, une demande. Hein. Mais dans le cas de l'aménagement, non, c'est l'aménagement global. J'ai également. En fait, c'est une demande par typologie d'aide qui correspond à chaque fiche du catalogue. Exactement. J'ai Alain Marc aussi qui demande quel est le délai de traitement, on va dire moyen, je suppose, parce que je suppose que ça demande, si le cas est très spécifique, je suppose que ça prend plus de temps. Alors, il y a le délai avant confinement et le délai après confinement, je dirais, et le délai reconfinement. Donc, effectivement, c'est plus long. Malheureusement, on est à minima 4 mois parce qu'effectivement, ma foi, on a été tout comme vous lors du premier confinement, un petit peu confiné, je dois dire. Donc, voilà, le délai moyen est celui-là. Par contre, sur des choses ultra urgentes, ça peut arriver. On nous sollicite ou des choses très spécifiques. Donc ça remonte au DTH qui revient vers moi. Et effectivement, sur des choses très spécifiques, soit ça reste au niveau de la plateforme, soit je demande des conseils donc à l'établissement public FIP, au directeur, secrétaire général, donc à un groupe qui s'appelle le groupe des aides. Et on étudie le cas très spécifique, puisque on vous a dit dès le départ qu'on était sur du cas par cas. Et donc, tous les jours, on voit des choses très, très spécifiques. Et c'est tant mieux. Donc, effectivement, le catalogue est générique, mais après, on a besoin de voir si ça, auquel on n'avait pas pensé, on pouvait le mettre en place et sous quelle forme et pour quel montant. Nicolas, peut-être une question pour vous qui est vraiment dans la pratique, une question de Anne qui demande où est-ce qu'on peut retrouver les coordonnées du gestionnaire de son dossier de demande? Alors, moi, où je les trouve en général, c'est sur les appels de pièces justificatives. En général, elles sont en haut à gauche de la demande de pièces justificatives. Après, vous pouvez aussi tout simplement appeler la plateforme. Il y a un numéro d'appel de la plateforme. Alors là, pour le coup, vous n'êtes pas sûr de tomber sur le gestionnaire, mais au moins vous pouvez avoir une réponse de premier niveau à une problématique technique sur notamment la complétude du dossier ou sur la manière d'appréhender l'aide au niveau du remboursement. Mais en général, moi, je me réfère à cette communication, c'est-à-dire que le nom du gestionnaire est affiché sur le courrier, tout simplement. Tout à fait, vous avez tout à fait raison, Nicolas. C'est sur le courrier en haut à gauche. Et effectivement, le questionnement de premier niveau, ne se fait pas à Paris, mais se fait à Angers. Nous avons une direction de la relation client et vous avez des personnes dédiées qui répondent à vos premières questions. Et effectivement, lorsqu'elles ne peuvent pas, il y a un document avec le mail des gestionnaires et la question leur remonte tout de suite pour pouvoir apporter une autre réponse. Donc après, les gestionnaires, c'est soit par mail, soit par téléphone, soit par courrier. Mais je vous rappelle, il y a 10 gestionnaires et 10 000 demandes d'aide. Par contre, moi, il m'est arrivé d'avoir des questions comme ça, avoir des difficultés, notamment
lors du confinement. Mais si vous envoyez une question sur la boîte mail aussi, pièce justificative FIP, là, vous avez une réponse, on vous rappelle. Hein, soit par écrit, soit par téléphone. Vous laissez vos coordonnées et le gestionnaire de l'aide, vous mettez bien en référence le numéro de l'aide pour laquelle vous appelez. Et à ce moment-là, le gestionnaire de l'aide va vous rappeler. Enfin, moi, il n'y a pas eu vraiment, j'ai pas en souvenir un cas où j'ai pas été rappelé concernant une question à propos des aides. Voilà. Et Clotilde vient d'ores et déjà de vous partager les contacts, mais on reviendra dessus tout à l'heure. Je prends une dernière question, mais après, il va falloir qu'on avance. On me demande, Christelle demande s'il est toujours possible de faire une demande sur facture ou si c'est systématiquement sur devis. Non, devis, c'est optionnel, je dirais. C'est d'abord sur facture. Très bien. Alors, ça peut être le cas sur devis pour un montant supérieur à 1 200 €, comme l'a indiqué Catherine tout à l'heure. Et sur le terrain, cette notion d'accord préalable de financement est un très bon outil stratégique. C'est surtout comme ça, moi, je l'utilise, sachant que bon, le catalogue est assez précis et je suis jamais inquiet sur le remboursement quand l'aide est bien dans les clous. Donc, il y a bien des aides de plus de 1 200 € pour lesquelles je demande pas d'accord préalable de financement. Toutefois, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'engager des dépenses importantes que dans les échanges avec les DRH, on sent une hésitation ou on sent quelque chose des questionnements par rapport à la pertinence. Tout de suite, le fait de faire la demande d'accord préalable, je suis sur le cas en ce moment d'ailleurs, le fait de prévoir une demande d'accord préalable va rassurer le décideur finalement et va pouvoir enclencher une démarche plus rapidement ou en tout cas va aider à la décision concernant des démarches d'aménagement ou d'accompagnement des agents. Voilà. Catherine, est-ce que à ce stade, vous pouvez nous faire un petit tuto de comment rentrer ces aides en passant brièvement sur chaque slide? Ok, donc brièvement. Donc vous êtes allé cliquer sur le lien que l'on vous a donné plus haut, qui est sur le site du FIP, mais vous l'aurez là. Et donc vous arrivez sur cette fenêtre, et donc là vous allez cliquer sur site de la Caisse des dépôts. On clique dessus, on y va. Donc là après vous avez vos identifiants. Hein. Là, il faut que si vous en avez pas ou si vous les avez oubliés, vous pouvez solliciter PEPS. Et donc ça sera rebasculé vers le service qui pourra vous aider là-dessus. Mais normalement, vous ne pouvez entrer que si vous avez vos identifiants. Pour mémoire, ce sont aussi les identifiants pour ceux qui cotisent à la CNRACL, ce sont les mêmes. Donc ensuite, vous allez dans subvention aide, et ce sont les aides du FIP. Donc là, moi, effectivement, c'est mis en. Vous pouvez le mettre en gras et puis en spécifique, mais bon, vous allez sur le plateau de gauche et vous cliquez là-dessus. Ensuite, vous allez dans demande d'aide. Voilà. Et donc là, il vous rappelle qu'il faut que vous ayez vos pièces pour pouvoir continuer. Vous cliquez et donc là, ma foi, vous allez déposer la demande d'aide. Vous allez devoir tout remplir. Pas le pavé du haut parce que là, c'est… Voilà. Mais tout le restant, y compris le nombre de TP. Alors, quand vous ne le connaissez pas, vous mettez 1 ou 0, mais vous devez mettre un chiffre. Ensuite, vous allez, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure avec Nicolas, donc vous avez un menu déroulant qui vous dit le sous-type d'aide que vous devez sélectionner, et ensuite vous pouvez mettre un petit laïus, un descriptif qui vous permet d'expliquer pourquoi vous faites ou les spécificités liées à cette demande. Et puis on y va, on fait page suivante. Et donc là, ça reprend un petit peu tous les éléments et ça vous donne effectivement un petit récapitulatif du montant que vous avez sollicité et également des justificatifs à produire.
Donc, vous devez aller sur page suivante. Et puis, donc ça reprend ce que vous avez demandé, le montant, et là, vous validez l'aide, et c'est à ce moment-là que c'est validé. Merci beaucoup, Catherine, pour ce bref tuto. Une question entre-temps qui est apparue, et je vais la prendre pour pouvoir avancer. On me demande combien de temps avons-nous pour faire la demande une fois que les factures ont été payées? C'est Aurore qui pose la question, et on demande aussi s'il y a on va dire des cas en dehors des clous à cause du Covid, finalement, parce que les employeurs aussi ont pris du retard. Alors, on a combien de temps? On a 6 mois. On a 6 mois pour déposer sa demande d'aide lorsque l'on a la facture, 6 mois maximum, sauf pour les aides annuelles. J'entends par aide annuelle le transport, on le fait pour une année, la demande de transport, on le fait pour une année, auxiliaire de vie, l'indemnité d'apprentissage, c'est sur une année de contrat. Donc, c'est 6 mois à l'issue de l'année civile pour pouvoir, on a jusqu'à 6 mois après pour pouvoir déposer la demande d'aide. Voilà. Sur les facturations classiques, pour venir en complément, Catherine, sur la facturation classique, c'est la date de la facture qui fait foi et la date du dépôt de la demande sur PEPS. Donc, il faut 6 mois maximum entre les deux. Ensuite, effectivement, du fait du confinement, nous avons été un petit peu plus larges que les 6 mois. Ça avait été dit au moment du premier confinement et on essaye effectivement d'être beaucoup plus coulant sur ce délai de 6 mois du fait des difficultés que nous avons tous rencontrées, notamment à obtenir les factures ou à obtenir les pièces des agents. Donc voilà, si ça peut vous rassurer, on essaye d'être un peu plus light. Alors, si on a été ultra rigide, vous avez toujours la possibilité de nous réinterpeller et on regardera. Alors, bien sûr, tout cela reste dans les délais raisonnables. Bien sûr, si c'est dans 1 an et demi, la souplesse du FIP ne sera pas si souple. Ah, quand même. Voilà, mais on entend bien qu'entre le 1er janvier et là, on a pu avoir des difficultés et ça, on l'accepte. Alors, à ce stade, normalement, vous maîtrisez presque sur le bout des doigts la plateforme. Peut-être qu'il est temps de rentrer du coup sur le catalogue dont on a déjà commencé un peu à parler. Alors, Delphine, qu'est-ce qu'on y retrouve à l'intérieur de ce catalogue? En fait, déjà, il faut avoir en tête les 5 priorités du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, qui sont tout d'abord encourager les recrutements, favoriser le maintien dans l'emploi, accompagner le développement de l'accessibilité numérique, qui sont des aides spécifiques et en dehors de la plateforme et du conventionnement. Aider également le recrutement via l'apprentissage. L'apprentissage est une priorité absolue du FIPHFP et des pouvoirs publics. Et puis, mieux former les personnes en situation de handicap et le collectif de travail. Super. Alors, Catherine, vous qui participez à sa construction, à ces mises à jour du catalogue, alors, je vais vous poser la question, comment il se structure? Comment on s'y retrouve à l'intérieur? Alors, Catherine, votre micro est coupé, si jamais. Et ben voilà. Donc, effectivement, il y a, comme j'en parlais au début, il y a 3 objectifs. Donc, c'est favoriser l'accès, assurer la pérennité des compétences et gérer les conditions de succès de l'insertion. Et à l'intérieur de ces 3 objectifs, il y a des thématiques qui sont reliées à ces objectifs-là. En gros, c'est ce que vous retrouvez sur le catalogue. Ce sont les premières pages du catalogue. Et à l'intérieur, vous allez trouver dans ces thématiques-là les différentes aides. Et ce sont ces aides-là que vous retrouvez donc dans le menu déroulant PEPS. Alors, je vous propose un petit zoom sur la première page de ce catalogue. Pourquoi elle est si importante, Catherine?
Eh bien, parce que permet de récapituler toutes les modifications que nous apportons au sein du catalogue dans les différentes fiches et sur les indications nationales, enfin les indications générales. Donc, il est très important que vous les lisiez parce qu'effectivement, par moment, on a l'habitude d'aller faire des demandes sur certains types d'aides. Et puis, il y a une petite chose qui a changé et nous nous entendons, bah, ça, je ne le savais pas ou je ne l'ai pas lu. Ou j'ai pas... Voilà, donc, s'il vous plaît. On a mis en place cette page de garde pour vous aider si vous ne voulez pas aller jusqu'au bout et ça ne vous intéresse pas, mais n'empêche de vous alerter sur les nouveautés et sur les modifications apportées au catalogue. Effectivement, alors Christelle posait la question, est-ce qu'il doit être mis à jour prochainement? Alors il est mis à jour continuellement, j'ai même envie de dire, et donc effectivement une mise à jour doit être prévue. J'empiète pas sur la suite, on vous réserve des surprises, mais effectivement vous n'avez pas besoin de tout feuilleter dans le catalogue pour essayer de voir ce qui a changé, ce qu'il y a une virgule en plus quelque part, tout se retrouve sur la première page. Maintenant, petit zoom sur les fiches pour comprendre aussi comment elles sont construites. Alors, elles sont toutes construites de la même façon. C'est qui peut y prétendre, donc l'éligibilité. Voilà. Et puis, vous avez ensuite comment mobiliser l'aide. Donc, quel est le périmètre d'intervention, quels sont les montants et quelles sont les règles attribuées à l'aide, quelles sont les pièces justificatives et puis des informations complémentaires, ce que l'on appelle les précisions, qui sont arrivées au fur et à mesure, des demandes d'aide qui nous sont arrivées, et puis aussi de l'évolution de la législation, donc qui vient compléter la fiche du catalogue. Alors maintenant, parce que ça faisait longtemps et parce que ça va nous permettre de rentrer dans les bonnes pratiques, je vous propose un nouveau quiz. Donc rendez-vous sur l'onglet sondage avec cette question. À votre avis, combien de demandes d'aide sont transmises incomplètes? Certains ont déjà partagé dans le chat qu'ils avaient eu des demandes des fois incomplètes. Et donc, du coup, il y avait eu des retours. Mais à votre avis, quelle proportion cela prend? Je vous laisse quelques instants pour répondre. Alors, avec une majorité, quoiqu'une majorité à 50%, ça reste quand même minime. Mais bon, ça se joue, on va dire, voilà, ça se joue entre 1/5 et 1/3. Or, qu'en est-il réellement? Eh bien, c'est 1/3. 1/3. Alors, Catherine, si on fait 1/3 de 200 demandes d'aide quotidiennes, ça fait plus de 65 demandes incomplètes par jour, plus de 65 relances, donc coup de téléphone, mail. Alors, j'espère que ça ne tombe pas toujours sur vous. Du coup, pour réduire ce chiffre conséquent, est-ce que vous pouvez nous partager quelques bonnes pratiques? Eh bien, vous avez déjà le fait d'être certain, donc d'avoir toutes les pièces, c'est ce que disait Nicolas, c'est s'appuyer d'abord sur le catalogue et regarder les pièces justificatives, et puis de les avoir avec vous et au moment du dépôt de l'aide. Si vous n'avez pas tout, s'il vous plaît, ne déposez pas l'aide tout de suite. Vous avez 6 mois, je vous rappelle, pour pouvoir déposer la demande d'aide. 6 mois facture, donc profitez-en pour avoir les éléments. Parce que de toute façon, nous, un dossier incomplet va être relancé et s'il n'y a pas les pièces reçues, il sera classé sans suite. Donc, pour éviter de dire « mais si je les ai, mais j'ai pas, c'était plus long que prévu », prenez un peu plus de temps. Expliquez-nous les éléments si vraiment il y a des choses qui sont limite au moment où vous déposez l'aide, mais ayez un dossier complet parce qu'il sera traité tout de suite. Lorsqu'il arrive incomplet, eh bien, on va vous redemander des choses. Et puis, comme arrivent beaucoup de dossiers par la suite et qui, eux, sont complets, eh bien, on va les traiter en priorité par rapport à vous. En fait, le conseil qu'on peut donner, Catherine, c'est au moment du dépôt de l'aide, vous avez la possibilité de mettre un petit verbatim, enfin un petit narratif sur la contextualisation de la demande de l'aide. Et ça, c'est très facilitant pour l'équipe des gestionnaires qui traitent les demandes des aides,
parce que la facture ne va pas parler et ne va pas présenter le contexte. Et donc, l'analyse du dossier est faite sans en connaître le contexte. Et donc, cette contextualisation est vraiment essentielle pour la bonne prise en charge et l'instruction du dossier. Alors, comme le verbatim est disons, limité, puisque les pièces justificatives sont déposées sur une boîte mail, rajoutez les éléments que vous voulez, parce que de toute façon, nous, on va lire tous les éléments que vous allez nous fournir pour apprécier la demande d'aide. Donc, n'hésitez pas. Mmh. Le papier ne parle pas. Sur le terrain, pour avoir été maintes fois confronté à ce problème de complétude du dossier, associer aussi le plus possible, que ce soit les prestataires et évidemment l'agent lui-même à la démarche. C'est-à-dire que effectivement, c'est une démarche de l'employeur vers le FIPHFP, une obligation de l'employeur d'équiper ou d'aménager le poste, par exemple. Mais il s'agit aussi dans ces situations-là, parfois on a du mal de la part de l'agent à avoir, par exemple, sa notification RQTH et il s'agit de l'associer parce que c'est un travail commun qui concerne beaucoup de gens et de responsabiliser aussi l'agent autour de ce principe d'avance de trésorerie et de remboursement après, enfin tout simplement du fonctionnement de la demande d'aide, quoi. Donc, et souvent, quand l'agent est assez informé de ce qui est fait, de comment ça va être fait, de ce qui va se passer, ben, il s'associe volontiers et puis il y a beaucoup moins de difficultés pour récupérer certaines pièces justificatives. Alors, je remercie Solène qui nous a partagé un petit peu sa bonne pratique à elle sur le chat, qui nous dit qu'elle a développé une fiche récapitulative des pièces à fournir pour les 3 aides qu'elle sollicite le plus. Et ça lui permet ainsi de vérifier la cohérence des dates sur les préconisations et les factures. Et du coup, elle a quasiment un sans faute à chaque fois. Donc, merci beaucoup Solène pour ce partage. Je me permets aussi de prendre une question qui est revenue assez régulièrement. On demande, est-ce que l'accusé de dépôt d'un dossier RQTH à la MDPH permet de faire une demande d'aide, notamment parce que justement la MDPH a aussi pris, elle, du retard sur le traitement des dossiers. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Est-ce que c'est un apprenti? Donc, les jeunes apprentis, ils commencent à déposer une RQTH, mais ils ne l'avaient pas avant. Donc, on prend d'autres éléments comme les sorties d'IME ou AH ou AEH. Donc là, on a ces éléments-là. Ensuite, soit c'est un dépôt initial, soit c'est un renouvellement de RQTH. Les MDPH ont fait passer des consignes, puisqu'effectivement, elles ont été confinées comme nous et elles ont eu un retard monstre, encore plus monstre que d'habitude. Donc, elles ont, lorsque il s'agit d'un renouvellement de RQTH, elles ont indiqué qu'elles prolongeaient de 6 mois automatiquement, au moins jusque les aides qui étaient valables jusqu'en juillet 2020, 6 mois automatiquement, sans autre forme de procès, sans rien d'autre. La durée de validité de la RQTH. Donc ça, on en tient compte. Après, quand c'est une personne qui n'était pas RQTH, on ne peut ne pas être RQTH, mais être dans d'autres situations, inapte ou apte avec restriction, pardon. Mais là, toutes les aides ne sont pas ouvertes. Mais si c'est une première RQTH et qu'on n'a rien d'autre, voilà, et qu'elle n'est pas apte avec restriction, ma foi, tant qu'on n'aura pas eu l'information que quoi cette personne est en situation de handicap reconnu, on ne pourra pas intervenir. Alors, j'ai également Catherine qui demande, qui dit en tout cas qu'elle envoie les pièces justificatives à la fois par mail et à la fois par la poste. Est-ce que c'est utile? Alors, je dirais non. Non, vous prenez vous en faites trop, mais c'est bien, mais en dématérialisé, c'est mieux et je ne dévoilerai pas la suite, mais c'est beaucoup mieux. Le doublé du papier n'est pas utile.
Alors, il y a pas mal de questions, mais de toute façon, on va y répondre parce qu'on va rentrer dans le détail des aides. Alors, j'ai vu que certains ont rigolé en voyant la slide. Malheureusement, ce guide n'existe pas. Vous comprendrez que c'est ce webinaire qui finalement représente cette slide. Alors, rentrons justement dans le détail des aides. D'abord avec ce quiz. À votre avis, quelle est l'aide la plus sollicitée? Est-ce que ce sont les prothèses auditives, l'aménagement de poste ou les indemnités d'apprentissage? Pour y répondre, je vous invite à vous rendre dans l'onglet sondage à droite de votre écran. Alors, vous commencez à répondre. Ça va être beaucoup de vécu personnel, à mon avis. Et on a une grande majorité quand même sur l'aménagement de poste. Et vous avez raison, puisque ça représente 29% des demandes. Les prothèses auditives, elles sont pas très loin. Elles sont à 23%, elles représentent 23% des demandes. Et enfin, les indemnités d'apprentissage représentent 6% des demandes. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi ce que ça représente en termes de montant, parce que ça change toute la donne. Les indemnités d'apprentissage, elles prennent la première place, là, du coup, avec 3,8 millions d'euros. L'aménagement de poste, lui, représente 2,4 millions d'euros. Et enfin, les prothèses auditives, 2,2 millions d'euros. Donc, les indemnités d'apprentissage sont bien le premier poste de dépense du FIP. Là, sur les montants que tu annonces, Emeline, ce sont les montants uniquement des demandes via la plateforme. On est hors convention. Oui, absolument. Alors, Catherine, on l'avait promis aux employeurs, est-ce que vous pouvez faire un zoom sur certaines aides? Et là, je vous invite à commencer par les prothèses auditives. Ah oui, ça c'est un grand classique, les prothèses auditives. C'est celui où on demande, pour notre part, le moins de pièces, mais qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on regarde? Puisque là, c'est une aide qui est pour un agent, mais nous, on se tourne vers vous. Employeur, puisque vous êtes notre intermédiaire. Donc là, on regarde la facture ou le devis, mais on a beaucoup de devis sur prothèse auditive. Beaucoup nous arrivent comme ça. Mais ce que l'on va regarder, devis et facture, puisque de toute façon on regardera les mêmes choses, c'est le nom de l'agent pour lequel c'est sollicité. On regardera également la date, forcément, de la facture, puisqu'effectivement, vous avez 6 mois par rapport à la date à laquelle vous déposez la demande. On va aller regarder après du TTC sur les prothèses auditives, puisqu'on ne prend pas tout. On ne prend pas certains éléments, tout ce qui est accessoires, piles, coûts d'assurance. Donc là, on va aller regarder les montants. Ensuite, on va aller prendre aussi, on va regarder quel est le remboursement sécurité sociale, le remboursement mutuel, s'il y a. Ça nous est arrivé d'avoir des personnes qui n'ont pas de mutuelle. Donc là, on a eu une attestation d'un agent qui disait, qui nous a été transmis, qui disait qu'il ne souhaitait pas et qu'il n'avait pas et qu'il ne voulait pas de mutuelle. Bon, c'est comme ça. On l'a pris en compte. Et puis, on va regarder quelles sont les autres aides potentielles, notamment la PCH, puisque nous venons en complémentarité du droit commun et que nous avons affaire à des agents en situation de handicap et que dans ce cadre-là, elles peuvent solliciter la MDPH pour un plan d'aide global et il peut y avoir ce type d'aide. Donc ça fait partie de ce que l'on va regarder et qui viendront en déduction du montant du reste à charge sur lequel nous interviendrons à hauteur de 1 600 € maximum. Et c'est valable pour 3 ans, mais s'il y a une évolution importante du handicap, on peut revenir avant ces 3 ans. La facture doit être acquittée pour que nous puissions intervenir. Voilà, ça, là, notre base, c'est vraiment ça. Alors Nicolas, je me tourne vers vous qui êtes dans la pratique au quotidien, parce que les prothèses auditives, il y a plein de questions dessus. Est-ce que vous avez déjà mobilisé cette aide? Et si oui, est-ce que vous avez des éléments à communiquer? Oui, c'est une des aides les plus régulièrement sollicitées. Moi, c'est surtout
termes de vigilance, des points de vigilance à avoir, bon, qui a été très bien récapitulé là. C'est vrai que le slide là, il est assez parlant. Je pense que ça m'étonne pas en fait qu'il y ait beaucoup de demandes d'accord préalable par rapport à la prothèse auditive parce que le fait que le FIP-HFP intervienne en complément du droit commun amène pas mal de questions et notamment liées à la compensation PCH et à l'évolution, notamment des notifications PCH de non-droit à la PCH de la part des MDPH. Donc, on est souvent un petit peu en tension par rapport à ça. Est-ce qu'on doit remettre la notification, etc. Après, il y a d'autres fonds qui sont interpellables. Donc, à partir de quel moment le FIP-HFP intervient, on est toujours dans la question, d'autant plus que chaque situation est relativement différente. En plus, donc là, moi, par principe, le principe que j'adopte, en fait, c'est que j'interpelle tous les droits auxquels dont pourrait bénéficier l'agent, et seulement après, je fais une demande d'aide au FIP-HFP. Je ne sais pas si je suis bien clair, j'ai pas l'impression en vous en parlant, mais en tout cas, il faut bien travailler d'emblée avec l'audioprothésiste, c'est-à-dire que l'agent, il faut bien l'informer. C'est toujours utile d'avoir un appel, un contact avec l'audioprothésiste qui, lorsqu'il va éditer la facture, va bien mettre en exergue sur la facture ce qu'il a pu mobiliser, puisque beaucoup d'audioprothésistes aujourd'hui le font directement auprès de la mutuelle, auprès de la sécurité sociale. Souvent, on a des factures. On peut demander, en tout cas, à ce qu'elles soient assez complètes sur leur rédaction. Ensuite, fournir les documents en retour de la MDPH, hein, donc l'accès à la PCH ou pas, et après simplement aller vers le FIP-HFP. Mais la clé, c'est bien souvent un échange avec l'audioprothésiste a priori, bien lui expliquer la démarche et qu'il soit bien conscientisé au niveau des informations qu'il va dispenser sur la facture. Ça va éviter plein d'allers-retours entre la plateforme et l'établissement. Hein. Je ne sais pas si vous me rejoignez, Catherine, sur cette vigilance-là. Ah, complètement, effectivement, parce que venant en complémentarité du droit commun, il faut absolument qu'on ait les éléments. Et, après, se pose aussi la question, bien souvent, je l'ai vu passer sur le chat là, alors pour les prothèses auditives peut-être un petit peu moins parce que évidemment c'est un équipement dont l'agent va pouvoir bénéficier à titre personnel aussi, mais sur tous les aménagements de poste et sur ce type d'équipement aussi, on est toujours dans la question, est-ce que comme c'est l'établissement qui fait l'avance de trésorerie, etc., est-ce que l'agent est propriétaire de l'équipement ou est-ce que ça a une autre valeur finalement? Donc en ce qui concerne les prothèses auditives, les choses sont claires, hein, c'est un équipement adapté à l'agent et dont il peut bénéficier dans le cadre de sa vie personnelle aussi. Donc voilà, mais c'est vrai que on a souvent de la part des directions cette question. Hein, est-ce que l'équipement dont va bénéficier l'agent, il en a la propriété ou est-ce que c'est la propriété de l'établissement, notamment en cas de projet de départ de l'agent vers d'autres employeurs, quoi. Alors, la loi de transformation de la fonction publique permet, lors d'une mobilité, que l'agent puisse partir avec le matériel adapté. Merci Delphine pour ces précisions. Alors, j'ai une question de Marie-Lise sur la PCH. Est-ce que finalement elle est incontournable, la demande? oui, elle est incontournable. Ce n'est pas pour vous embêter, mais effectivement, une personne en situation de handicap, il est souhaitable qu'elle fasse valoir tous ses droits. Et ces droits passent par le volet PCH, puisque de toute façon, pour obtenir la RQTH, il passe également par la MDPH. Donc, autant qu'il fasse valoir tous ses droits, qu'il puisse avoir un plan d'aide qui puisse faire état de tous ses besoins, et éventuellement des aides associées à ses besoins. Donc, oui, c'est incontournable. Et alors, précision aussi, parce que on avait mis sur la slide 1 600 € maximum pour les prothèses. On me demande du coup une prothèse ou pour les deux? Les deux. Très bien. Je pense qu'on... Oui, pardon, Catherine.
Oui, c'est sur le reste à charge, donc ça vient après, nous savons qu'elles sont chères, elles sont en moyenne entre 1 500 et 2 000 € la prothèse, mais ça vient en déduction des mutuelles, de la sécurité sociale, bon, mais des mutuelles et on a des choses très, très variées. Donc on est vraiment et la PCH le cas échéant et c'est vraiment sur ce delta que nous après on intervient à hauteur de 1 600. Très bien. Alors après les prothèses auditives, Catherine, je vous propose de passer aux aménagements de poste. Dites-nous tout. Tout, oh! Alors beaucoup de choses. Donc le volet, aménagement, de poste, on est sur la prise en charge du surcoût lié au handicap dans la limite d'un pourcentage qui peut aller jusqu'à 80 déduction faite naturellement d'une participation raisonnable de l'employeur. C'est pour ça qu'on ne prend pas en charge à 100 L'aménagement peut se faire, ce sont des aménagements qui peuvent se faire chez l'employeur, dans le cadre du télétravail et du télétravail qui effectivement est contextualisé, contractualisé, hein, et l'aménagement au sein du CFA pour les apprentis quand il y a un besoin qui se fait sentir. Donc l'aménagement, ça peut être beaucoup de choses. Donc c'est même énorme puisque effectivement c'est tout type d'aménagement pour tout type de situation et de services. Donc on a les services techniques, on a le volet administratif, mais on a vraiment tous les domaines. Donc l'aménagement, on nous sollicite pour des choses très, très, très différentes, des nouvelles choses. J'en ai jamais autant appris sur les débroussailleuses ou sur les épareuses, parce qu'il y a des choses très spécifiques. Les glutons, fauteuil, bureau, ça effectivement, ce sont les grands classiques sur le volet administratif, souris verticale. On a les chariots de ménage, effectivement, on a tous les personnels de cantine, les personnels en EHPAD, dans les blanchisseries ou en hôpital, hein, blanchisserie. Il y a aussi beaucoup de demandes. Donc on a chariot de ménage, on a lave-vaisselle, on a tricycle. On a même eu là, hier j'avais un vélo avec assistance électrique pour du personnel policier de la police municipale, par exemple. Voilà, on a des choses très, très, très variées. Et puis, on peut avoir aussi les autolaveuses. Donc là, c'était vraiment le personnel de ménage. Donc, comment ça se présente? On a le coût du matériel sollicité, donc celui dont a besoin l'agent en situation de handicap, donc via une préconisation du médecin de prévention ou de l'ergonome, moins le coût du matériel existant chez l'employeur. Alors, on peut ne pas en avoir, c'est moins, par exemple, pour le volet administratif, on a tous un bureau et une chaise. Voilà. Ça a un coût chez l'employeur. Et donc, on prend ce coût-là et on déduit du montant du coût sollicité. Mais on peut avoir des choses totalement nouvelles que justement l'employeur n'a pas et dont l'agent a absolument besoin. Donc là, on prend juste ce coût-là et on regarde du coût standard si ça existe. Si ça n'existe pas, on viendra de toute façon nous défalquer une participation raisonnable sur ce montant total pour lequel vous nous sollicitez. En règle générale, c'est 20 %. Alors, un petit retour d'expérience par rapport à ça, effectivement, notamment par rapport à la question des fauteuils ergonomiques, parce que moi j'ai eu pas mal d'équipements en ce sens. C'est toujours utile par rapport à cette question de surcoût justement lié au handicap, de fournir aux gestionnaires, enfin moi en tout cas j'ai eu des retours intéressants là-dessus, de fournir aux gestionnaires une documentation ou une attestation un petit peu de ce dont quoi sont équipés les autres agents par défaut.
parce qu'il peut arriver que l'établissement choisisse par défaut d'équiper les agents de fauteuils ergonomiques déjà dans ses achats. Et puis à d'autres niveaux, on peut s'apercevoir qu'on passe de la chaise standard très très simple à une autre qui coûte moins des 20% hein, ou de principes appliqués par le FIPHFP. Donc c'est toujours utile. Moi, je fournis donc une documentation très succincte, mais quand même précise sur ce dont se fournit par défaut l'établissement en termes de chaises de bureau, par exemple, avec le coût que ça représente. Parfois, on passe, ce sont des chaises parfois qui coûtent 40 € et le fauteuil ergonomique en coûte 370 ou 400. Le dernier coup, c'était ça. Donc, c'est toujours utile de montrer aux gestionnaires que voilà, d'habitude, on s'équipe de ça, et là, on va équiper l'agent d'un fauteuil spécifique tel que celui-là. Du coup, ben, ça atteste un petit peu du surcoût que vous pouvez communiquer sur le tableau spécifique, quoi. Et en général, ça permet d'éviter pas mal de questionnements à ce sujet-là. Parce que la question du surcoût, elle est souvent aussi posée dans le cadre des projets d'aménagement de poste que vous pouvez évoquer avec les directions, etc. Voilà. Donc effectivement, Nicolas, il existe un état de surcoût, enfin 2 états de surcoût pour du petit matériel et du matériel un peu plus important en matière financière. Je le conçois, ces documents sont assez rébarbatifs, pas toujours très compréhensibles et ils vont évoluer complètement. Mais ça vous permet d'avoir à la fois votre matériel standard, le matériel que vous demandez et de faire la différence et de dire voilà ce que moi je prends en charge employeur, ce que je demande au FIP. Et c'est sur cette base-là, avec les documents complémentaires, que nous pourrons étudier votre demande d'aménagement. Donc c'est à hauteur de 10 000 € et c'est pour 3 ans. Alors Catherine, vous en doutiez, on a des questions sur le télétravail. Est-ce que c'est pris en compte? Oui, c'est pris en compte. Le matériel, enfin l'aménagement, oui, est pris en compte. Également, là, si vous avez des personnes en situation de handicap du fait du confinement, qui ont été équipés sur site, mais qui n'étaient pas équipés dans le cadre du télétravail et du fait qu'ils ne peuvent pas revenir sur site. Donc, ils peuvent bénéficier de cet aménagement et on prendra en compte la prescription du médecin, si elle a moins d'1 an, naturellement, hein, si elle a 3 ou 4 ans, voilà. Mais si elle a moins d'1 an, on ne vous demandera pas ce document-là. On partira du même principe dans la mesure où ça sera le même aménagement sur site et chez la personne. Alors, je me permets de faire un focus. Béatrice nous dit il y a eu une mention suppression sur le télétravail sur la page 66 du catalogue. Et je pense que vous pouvez l'expliquer tout simplement parce qu'elle a été rajoutée dans la fiche aménagement de poste. La fiche aménagement de poste, la fiche 19. Donc, effectivement, la fiche télétravail en tant que telle a disparu, mais la partie aménagement a été réintégrée dans la fiche 19. Aménagement de poste. Très bien. Nicolas, est-ce que vous aviez d'autres éléments que vous vouliez mettre en avant sur les aménagements de poste ou pas forcément? C'est pas obligatoire. La description a été très précise. Effectivement, il y avait certains points de vigilance par rapport à ce fameux tableau de surcoût, mais voilà, être bien précis, quoi, et surtout fournir le maximum de pièces qui attestent de l'équipement standard. Mais bon, sinon, non. Après, on nous sollicite pour des choses, mais alors que l'on n'imaginait pas, le couteau à couper le beurre chauffant, l'épluche à nana, enfin des choses comme ça. Donc, il y a des choses qu'on ne prend pas en compte, hein, qui ne relèvent pas de la compensation du handicap, qui sont certes utiles pour l'agent, on n'en disconvient pas, mais pour lequel le FIP n'interviendra pas. Très bien. Alors, on reviendra sur justement ces petites aides alambiquées, enfin ces petites demandes alambiquées plus tard sur un quiz. Je vous propose maintenant de passer à l'apprentissage parce qu'on a vu l'apprentissage est le premier poste de dépenses du FIP. Mais ces aides, enfin les aides qui sont liées à l'apprentissage sont nombreuses et du coup, quelles sont-elles? Delphine, tu interviens ou j'interviens? Oui, très bien.
Donc, sur l'apprentissage, effectivement, c'est une des 5 priorités du FIPHFP et nous croyons beaucoup au recrutement via l'apprentissage dans la fonction publique, notamment pour changer le regard sur la personne en situation de handicap ou l'agent en situation de handicap dans la fonction publique. Donc, elles vont porter ces aides notamment sur la rémunération de l'apprenti, puisque le FIPHFP intervient sur la rémunération à hauteur de 80% de la rémunération. Ensuite, sur les frais de formation, dans un plafond de 10 000 € et en compensation des aides perçues par l'employeur par d'autres financeurs déjà existants. On est toujours dans la notion de en complément du droit commun. Surcoût des aménagements de poste également, dans la hauteur de 10 000 €. C'est la même fiche que celle que vient de présenter Catherine et sur laquelle a rebondi Nicolas également. En sachant qu'effectivement sur les aménagements, s'il y a un besoin d'aménagement au sein du CFA, un siège ergonomique indispensable aussi. Donc là, c'est l'employeur qui fait la demande. Donc ce matériel sera mis à disposition du CFA, mais l'employeur reste le propriétaire de ce matériel-là. À l'issue de la formation de l'apprenti. Donc les demandes sont si l'apprenti a besoin de matériel chez l'employeur et CFA, ça sera 10 000 € les deux cumulés. Hein. Voilà, c'est pas 2 fois 10 000. Des aides pédagogiques également via une aide humaine chez l'employeur et au CFA, dans un plafond annuel de 520 fois le SMIC horaire brut. Et ensuite, les surcoûts des frais de déplacement, de restauration ou d'émergement liés à la situation de handicap, qui sont sur un plafond global de 150 € par jour, déduction en fait toujours des autres financements. Rémunération et formation du tuteur qui accompagne l'apprenti. Et puis des primes forfaitaires. La première prime versée dès que l'apprenti arrive chez l'employeur, qui est une prime qui est versée à l'apprenti de 1 525 €, et une prime à l'employeur s'il y a pérennisation de l'apprenti à l'issue du contrat d'apprentissage chez l'employeur à hauteur de 1 600 €. Alors pareil que tout à l'heure, Nicolas, je me tourne vers vous pour la question un peu pratique. Est-ce que vous avez des apprentis chez vous? Est-ce que vous avez sollicité ces aides? Oui, on a essayé d'engager une politique assez dynamique par rapport aux apprentis. Alors, ce qui est important à souligner, c'est notamment par rapport à la limite des 40 000 € annuels, il faut bien calculer et pas faire d'effet d'annonce trop important au niveau des directions notamment. Parce que moi, je parle souvent des directions parce que c'est toute une négociation pour soutenir la politique handicap et la politique d'inclusion. Et ces aides-là sont vraiment des déclencheurs. Hein, même s'il y a une envie, même s'il y a une vraie démarche, je pense que les aides du FIP à ce titre-là, et notamment les 80% du salaire brut, sont vraiment des déclencheurs très importants. Donc, grâce à ça, il faut pas nier, nous, on a pris plusieurs apprentis successivement sur différents postes de l'établissement. Donc, par contre, une fois que tout ça est bien calé, les choses se mettent assez naturellement en place et c'est vrai qu'au niveau, on a eu besoin de plusieurs échanges avec la plateforme, mais ça s'est toujours plutôt bien passé. Il faut aussi être vigilant à bien calculer les montants, parce que même si les gestionnaires recalculent, etc., il faut qu'on s'entende sur à quoi correspondent les 80% de la rémunération brute. Mais mon discours ne peut être que très rassurant par rapport à la matérialisation des engagements du FIP. Nous, on a récupéré.
On a récupéré, on a réussi à récupérer les 80% et c'est vraiment intéressant parce que ça donne de vraies perspectives pour l'avenir. L'employeur est complètement rassuré et ça va pouvoir déclencher d'autres choses après. Donc oui, cette aide, elle prend tout son sens, hein, notamment sur la pérennisation des des emplois réservés aux apprentis. Alors, je sais qu'on n'a pas le droit de réserver quoi que ce soit, mais pour le coup, il y a une vraie culture de l'apprentissage qui se met en place grâce à cette aide-là. Et aujourd'hui, pour rien vous cacher, au bout de 3 ans, eh bien, la DRH revient vers nous pour nous demander si nous avons un apprenti qui est prêt à réintégrer un poste au sein de l'établissement. Donc voilà, c'est qu'elle est complètement rassurée par rapport à cette démarche. Alors, si je peux compléter les propos de Nicolas, il y a la loi de transformation de la fonction publique qui permet également une titularisation de l'apprenti à l'issue de son contrat d'apprentissage. Donc, on voit que la pérennisation est facilitée et on est dans un contexte législatif favorable pour une durée de 5 ans, puisque c'est expérimental. On verra après cette période d'expérimentation si c'est prolongé ou pas. Et puis, il ne faut pas que le montant de 40 000 euros via la plateforme soit un frein au recrutement via l'apprentissage. Il y a la possibilité de prendre contact avec votre DTH, le directeur territorial au handicap, qui peut vous aider à mettre en place une convention dans l'établissement de façon à ce que ce montant de 40 000 euros ne soit pas un frein au recrutement et au maintien de l'emploi des personnes en situation de handicap. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'apprentissage, dans plusieurs régions là, déjà de France, des événements ont eu lieu qui s'appelaient Cap sur les compétences, Cap sur l'apprentissage. Sur les régions du Grand Ouest, elles ont eu lieu en Centre-Val de Loire, Pays de la Loire et Bretagne. Et vous pouvez retrouver les replays de ces événements sur nos sites. Donc, n'hésitez pas à les regarder si vous souhaitez en savoir plus. J'avance un petit peu, je réponds juste à une question qui a été reposée plusieurs fois. Est-ce que les masques inclusifs sont financés? Oui, ils sont financés et je vous invite à vous rendre sur le site du FIP pour en savoir plus parce que malheureusement, on ne peut pas s'arrêter sur toutes les aides, mais effectivement, ils sont pris en compte et voilà, vous avez une fourchette de prise en charge. Donc voilà, vous pouvez retrouver ça normalement dans des actualités assez récentes du FIP. J'avance pour aller sur... C'est très simple hein, sur la prise en charge des masques inclusifs. Le reste à charge pour l'employeur est de 5 euros et le FIP vient compléter de 5 euros complémentaires en fonction du coût du masque. Donc, si le masque coûte 8 euros, il reste 5 euros à la charge de l'employeur et 3 euros financés par le FIPHFP. Parfait, j'avais plus les chiffres en tête, donc parfait. Alors, je passe maintenant sur les aides rattachées aux auxiliaires et tutorats. Catherine, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors sur le volet tutorat, c'est une aide temporaire, sauf pour les apprentis et stagiaires, mais on a surtout les apprentis, puisque c'est le temps du contrat, donc c'est chaque année de contrat, avec un maximum de 228 heures par an. Et donc le but de cette aide, c'est la prise en charge de la rémunération brute du tuteur à hauteur de 228 heures. Il y a forcément fourniture du relevé des heures du tutoré et du tuteur. Donc nous avons un document sur le site du FIP. Alors parfois on est étonné, mais bon, comment faire 228 heures en 3 mois? Mais ça doit dépendre aussi du handicap, notamment de l'apprenti ou de la personne qui fait qu'effectivement beaucoup d'heures sont consacrées par le tuteur auprès de cet agent. Et puis vous avez le volet auxiliaire qui lui est un véritable accompagnement. C'est une aide qui permet de compenser les tâches que l'agent ne peut réaliser en raison de son handicap. Ça, c'est vraiment beaucoup plus lourd et on prend les 2/3 de la rémunération de l'aidant dans la limite de 228 jours par an
avec un maximum de 7 heures par jour, 7 heures de travail. Donc, ce qui représente quand même 1596 heures, c'est plus de 30 000 euros d'aide potentielle, enfin c'est 40 000 même. C'est assez important puisque ça peut être fait soit en interne, par un collègue, par une autre personne qui a été vue ou recrutée pour, ou alors en externe. Donc là, le coût horaire n'est pas le même en externe qu'en interne. Le coût en externe est à 17,77. Et puis en interne, c'est beaucoup plus élevé puisque ça dépend de l'agent à aider. Donc les ressources, les rémunérations sont différentes. Donc on a un coût à plus de 51 € maximum de l'heure en interne. Mais parfois on se pose la question, alors c'est comme ça, hein, mais lorsque c'est en interne et que c'est un collègue et qu'il aide son collègue en tant qu'auxiliaire à raison de 5 heures par jour pendant 5 jours, mais quand fait-il son propre travail? Donc vous voyez, il faut que vous puissiez nous expliquer sur le volet auxiliaire, quand il s'agit d'un nombre d'heures aussi important, pourquoi, comment? Il faut aussi que le médecin de prévention, lorsqu'il prescrit donc le nombre d'heures, la période sur laquelle il va y avoir un auxiliaire de vie professionnelle, il faut qu'il soit assez précis, pas vaguement 24 heures par semaine. Comme vous voyez, on est précis, c'est 7 heures par jour, donc après on ne comprend pas tout. Donc c'est pour ça, on a besoin que ça soit un peu plus précis que cela vu par le médecin. Et ces demandes sont faites annuellement parce que la situation peut évoluer. Donc c'est pas pour vous embêter, mais c'est simplement parce qu'effectivement, la situation doit être revue chaque année et par le médecin et pour le bien-être de l'agent qui est aidé. J'ai une question de Christelle. S'il n'y a pas de médecin de prévention, est-ce que vous acceptez un avis du médecin traitant? Alors, c'est le médecin, ça peut être un médecin, mais il faut traitant, mais qui doit être agréé. Donc, on demandera avec cette préconisation le listing ARS qui prouve que effectivement ce médecin est bien agréé au titre de l'ARS. Merci beaucoup. Alors, je préfère prévenir tout de suite les participants. On aura quelques minutes de retard. Hein, donc, pour ceux qui doivent malheureusement partir à midi pile, Clotilde, qui a animé brillamment le chat pendant tout le long du webinaire, vous a mis l'évaluation en ligne. Et je vous rassure, toutes les slides et le replay seront disponibles très bientôt sur le site. Delphine, tu souhaitais compléter? Si on a recours au médecin traitant agréé, il faut justifier, il faut que l'employeur nous justifie qu'il était dans une situation où il ne pouvait pas avoir accès à un médecin de prévention. Super. Alors Nicolas, est-ce que éventuellement vous avez eu besoin de mobiliser ces aides? Pour le moment, non. C'est-à-dire qu'il y a une solidarité interne au sein des effectifs qui fait qu'on n'a pas été obligé de le mobiliser, mais le besoin se fait sentir actuellement. Donc, on est en cours de mobilisation de cette aide pour une kiné en situation de handicap. Donc, oui, on est en train de mettre le dossier en place pour ça. Maintenant, c'est vrai que ça reflète quand même une implication et c'est aussi la démonstration, le recours à ces aides et aussi la démonstration d'une politique handicap assez installée au sein des établissements, quoi. Donc, pour le moment, on essaie de pallier à ça en interne, mais c'est vrai que cette aide-là a été repérée très fort et va être activée par mon employeur. Ouais. Comme ça, vous aurez toutes les bonnes pratiques en direct du webinaire pour la solidarité. Voilà. Alors, dernière aide sur laquelle nous souhaitions nous arrêter, l'accessibilité numérique. Catherine, brièvement, que peux-tu nous partager à ce sujet?
Alors, c'est ce que je disais au début, l'accessibilité numérique, c'est hors 40 000 €. Et donc, il y a trois fiches au sein du catalogue qui indiquent effectivement que on est susceptible de financer la sensibilisation et formation à l'accessibilité numérique, aux enjeux. On intervient également sur un pré-audit, ce qu'on appelle le diagnostic, un pré-audit accessibilité, et également sur l'audit accessibilité. Je suis brève là. C'est parfait. Voilà, donc Alors, là, non, pardon, Catherine, allez-y. donc là, effectivement, c'est plutôt fait pour du numérique, enfin de l'accessibilité, de la mise en accessibilité, de vraiment une grosse installation numérique, hein. Donc c'est pas un simple une simple intranet, ça va plus loin que cela. C'est pas une demande de tous les jours. Et non. Alors, pour information, le FIP a mené un partenariat avec le CNED et donc ils ont pu réaliser une formation en ligne qui est gratuite de 14 heures et qui est à destination du coup des chefs de projet numériques pour leur permettre d'inclure dans leur démarche projet les aspects justement liés à l'accessibilité numérique. C'est une formation qui contient des contenus vidéo, des activités texte et des quiz, là, comme on a pu vous en faire. Donc, n'hésitez pas à partager ça. Il y a Clotilde qui va pouvoir vous partager le lien de cette formation sur le chat et n'hésitez pas à le communiquer auprès de vos services informatiques éventuellement. Alors, nous venons de faire un zoom sur quelques aides, mais il en existe encore plein. De plus, on vous a indiqué au début du webinaire que le FIP faisait vraiment du cas par cas, donc le catalogue finalement ne représente pas forcément tout ce qui peut être mobilisé. Catherine tout à l'heure vous a parlé d'un couteau chauffe-beurre, je ne sais plus. Alors du coup, on vous propose un nouveau quiz justement pour comprendre un petit peu cette logique des aides et pour voir tout ce que ça peut recouvrir, avec la question suivante. Parmi ces choix, quels éléments peuvent être financés par le FIP? Alors, on vous propose une débroussailleuse électrique, une perruque, un bureau électrique à plateau évolutif, un épluche ananas, un lave-vaisselle avec porte latérale ou l'option cuir sur un véhicule professionnel. Et là, vous avez plusieurs réponses possibles. N'hésitez pas à être créatif. Et on vous donne les réponses dans quelques instants. Catherine pourra développer peut-être un peu plus le contexte, justement, pour expliquer pourquoi certaines sont prises en compte et pourquoi certaines ne sont pas. Je vous laisse répondre. Alors, je vois beaucoup de personnes qui répondent une débroussailleuse électrique, un bureau électrique et un lave-vaisselle. Et très peu de personnes se positionnent sur la perruque, l'épluche ananas et l'option cuir. Qu'en est-il ? Vous aviez raison pour débroussailleuse, bureau et lave-vaisselle, mais il y avait aussi la perruque. Voilà. Catherine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Mais oui, parce que donc effectivement, vous avez les aménagements, je dirais, traditionnels. Mais après, dans certains contextes, notamment la perruque, dans orthoprothèse et orthèse, il peut y avoir un contexte où l'agent a besoin d'une perruque parce qu'elle est au contact de public ou parce que sa pathologie fait que. Et donc ça, on est susceptible de financer. Là, voilà, donc c'est un peu hors norme, mais on peut également y aller. Alors, l'épluche ananas, on avait une liste à l'après-vert. Donc, dans l'aménagement, effectivement, certes, c'est vraiment utile pour la personne, mais ça ne relève pas de la compensation du handicap. Ensuite, sur le volet option cuir sur un véhicule professionnel, ça nous a été demandé aussi, hein. Alors, certes, le cuir, c'est mieux, mais malheureusement, ça ne relève pas de la compensation. Quand on parle d'aménagement du véhicule, l'option cuir sur le siège n'en fait pas partie.
Alors, nous espérons que ce webinaire vous apporte un certain nombre justement d'éclairages sur ces aides. Toutefois, on suppose qu'il peut potentiellement y avoir encore quelques soucis et donc c'est pour raison pour laquelle on vous partage quelques contacts que Clotilde vous avez déjà partagé sur le chat, mais on vous les rappelle. Donc, du coup, vous avez un numéro de téléphone, vous avez un mail, et vous avez également, comment dire, des modalités de réponse aussi. Alors, Catherine, Roger, classement sans suite, recours, qu'en est-il? Alors, rejet, donc ça veut dire qu'effectivement, vous nous avez sollicité, mais que ça n'entre pas dans le cadre de ce que le FIP finance. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez toujours faire un recours. Donc, le recours se fait par écrit, par courrier. Ça peut être envoyé par mail et doublé d'un courrier. Ça s'en va au directeur du FIPHFP. Le classement sans suite, ça veut dire que nous n'avons pas eu toutes les pièces. On n'a pas pu aller jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rouvrir, on ne peut pas réintervenir sur le dossier. Si vous dites si, mais j'ai tout, ça y est, c'est bon. Donc on vous laisse un laps de temps minimum de 2 à 3 mois, voire plus actuellement, pour que vous nous disiez non, mais attendez, moi j'ai les pièces complémentaires. Ça veut dire que si notre dossier classé sans suite n'est pas totalement clôturé et parti en GED, c'est-à-dire qu'il a été classé, définitivement rangé, on ne vous demandera que les pièces qui nous manquaient et on réouvrira votre dossier et on l'instruira jusqu'au bout. Donc, le classement sans suite n'est pas une fin de non-recevoir. C'est important que vous l'entendiez. Donc, le recours, c'est l'établissement public qui répond et qui émet un avis sur effectivement une possible prise en charge à titre exceptionnel ou une confirmation de refus. Alors, j'ai une question de Sandrine qui demande, est-ce qu'on reçoit de toute façon toujours une réponse, qu'elle soit positive ou négative, quand un dossier est envoyé? Oui, Nicolas? Oui, tout à fait. On reçoit une réponse. On reçoit même des relances. Donc, il y a plusieurs étapes courrier. L'avis de réception et en fait la demande initiale de pièces justificatives dès la validation de l'aide sur la plateforme. Ensuite, en cas de vraie problématique pour récupérer les pièces justificatives notamment, on reçoit une relance, puis une deuxième relance avant classement sans suite éventuel. Mais bon, là, le lien est déjà créé avec le gestionnaire en général, donc on arrive toujours à trouver des solutions. Et puis, dans le cas où l'aide n'est pas acceptée, parce que c'est important au niveau comptable aussi pour l'établissement, on a une notification de rejet de l'aide avec l'explication pour laquelle l'aide a été rejetée. Donc, ça permet aussi, par la suite, au niveau comptable, de justifier du non-versement ou de la non-récupération d'une partie de l'aide. Voilà. Donc, oui, d'une manière certaine et systématique, on reçoit des réponses et on est informé tout au long de l'instruction de la demande, surtout si ça prend une tournure complexe, on est informé des délais et des besoins de la plateforme par courrier. Alors, merci pour ceux qui sont encore avec nous. On a pris un peu de retard, mais on vous a tenu en haleine jusqu'au bout pour savoir finalement est-ce qu'il y a des évolutions qui sont prévues sur un avenir plus proche ou plus lointain. Catherine, qu'en est-il? Alors oui, il y a plusieurs évolutions qui vont arriver sur la plateforme. Donc vous avez la plateforme PEPS qui évolue. En 2021 et début 2021, donc d'ici fin janvier 2021, début février. Donc vous n'aurez plus qu'un seul lieu où vous irez déposer votre demande d'aide et déposer en même temps les pièces justificatives. Donc quand je vous disais qu'il fallait que vous ayez vos pièces justificatives et qu'elles soient en dématérialisé, ça veut dire qu'effectivement, ça ne fonctionnera plus qu'en dématérialisé. Et si vous n'avez pas toutes les pièces, vous ne pourrez pas valider votre demande d'aide.
Donc, les dossiers incomplets n'existeront plus. Beaucoup moins. Parce qu'effectivement, ça ne lit pas ce que vous mettez comme pièce au sein de chaque ligne qui va vous être donnée. Si vous avez envie de mettre la photo de votre chien, ça ne va pas le lire. Nous, on le verra. Donc, s'il vous plaît, ne le faites pas. Mais effectivement, les dossiers incomplets seront extrêmement minimes. Ça peut être parce qu'effectivement, nous avez envoyé une RQTH, mais qu'elle est venue à expiration, donc on aura besoin de quelque chose de plus récent. Vous pourrez à nouveau déposer les pièces complémentaires, toujours sur le même lieu, sur PEPS, donc sur le dossier. Donc, il va de soi qu'avec cela, vous allez avoir un tutoriel qui va être mis en place sur le site du FIP, qui vous permettra de savoir comment vous y prendre. On attend ça avec impatience. Alors, il y a également le catalogue qui va évoluer un petit peu. Ah oui, même beaucoup. Même beaucoup. Effectivement, le catalogue va être vraiment toiletté pour une meilleure compréhension pour tout le monde. Nous avons les fiches, les fiches qui vont être revues, des fiches thématiques qui vont être ajoutées. Et donc, on commence par des fiches qui sont vraiment récurrentes et qui posent beaucoup de questions. Donc, vous avez la fiche aménagement de poste, la fiche handicap invisible, la fiche formation suite à reconversion pour raison de santé et reclassement, et également fiche apprentissage. Donc, le FIP s'est doté d'un comité d'usagers. Donc, les documents que nous travaillons sont soumis également à ce comité d'usagers pour être certain de ce qui sort et de la bonne compréhension par tout le monde. Très bien, merci beaucoup. Merci Catherine, merci Delphine, merci Nicolas pour tout ce webinaire, pour toutes les réponses que vous avez pu apporter aux employeurs. Certains employeurs n'ont pas pu avoir forcément toutes les réponses à leurs questions, mais comme je vous avais dit au début, l'objectif n'était pas d'être une téléconsultation. Vous avez aussi des cas spécifiques et dans ce cas, je vous invite à vous rapprocher de votre DTH. Je vous partage maintenant les prochaines dates et je vois qu'il y a déjà des suggestions pour des prochaines rencontres. Avec plaisir, d'ailleurs, vous avez une évaluation qui vous permet justement aussi de dire ce dont vous avez besoin, donc n'hésitez pas à le partager. Prochaine date que je vous partage, c'est le mercredi 16 décembre. Et on aura un webinaire sur le focus sur le conventionnement FIP qui sera vraiment ouvert à tous. Toutes les régions du Grand Ouest, et pour spécialement la Bretagne, s'en suivra l'après-midi un échange de pratiques en classe virtuelle pour essayer de retrouver un semblant comme un présentiel pour que vous puissiez échanger entre vous et partager vos bonnes pratiques et difficultés sur justement la structuration d'une politique handicap. Merci. Voilà. Effectivement, sur le webinaire. Oh, pardon. Delphine. Oui, merci pour ce rappel de ce webinaire la semaine prochaine. Effectivement, pour répondre aux besoins des établissements que nous accompagnons, le conventionnement est une solution et donc on verra que le conventionnement a été largement simplifié depuis le mois de septembre dernier. Donc, c'est aussi l'occasion de vous présenter cette simplification. Je vais y arriver. Et vous retrouvez du coup le lien d'inscription qui a été mis sur le chat. Et nous, on vous invite aussi du coup à répondre à l'évaluation, déjà pour nous dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé du webinaire d'aujourd'hui. Et aussi, partager justement vos prochains souhaits de webinaire, de rencontres avec donc du coup le 16 décembre, ça sera le dernier événement de cette année. Donc, du coup, on vous souhaite d'excellentes fêtes si vous n'y êtes pas le 16 décembre d'ores et déjà. Et encore, merci une fois à tous les participants, à Clotilde aussi, qui est ma collègue et qui m'a accompagnée sur le chat. Et je vous dis à très bientôt. Bien. Au revoir et à très bientôt. Merci et au revoir, à bientôt. Merci de votre complémentarité, vraiment. Super. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci à vous. Bon, eh bien,